générations se succèdent au groupe de Pont-l'Abbé. Depuis au moins 1906, date de la première photo connue du groupe, il a traversé le XXe siècle et s'est toujours renouvelé pour présenter une image vivante et forte de la Bretagne. Les Bigoudins ne passent pas inaperçus. Le groupe Arvo Vigouden vous propose aujourd'hui des vêtements de femmes de grandes cérémonies et de mariage vers 1880-1890 en Pays Bigoudin. Le groupe Arvo Vigouden de Pont-l'Abbé. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le groupe de Pont-l'Abbé, Arvo Vigouden, tout droit en provenance du Pays Bigoudin, un beau pays d'une vingtaine de communes situées dans le sud Finistère, dont Pont-l'Abbé est la capitale tout de même, il faut en être fier. Nous vous proposons aujourd'hui de plonger au cœur d'une reconstitution emblématique, devenue presque mythique, du groupe de Pont-l'Abbé. Il s'agit de la série que vous pouvez apercevoir juste ici. C'est un ensemble de 15 costumes de jeunes femmes, de grandes cérémonies ou de mariage, des années 1880-90. Cette reconstitution est l'histoire d'un beau compagnonnage. Il a permis au cercle de développer la reconstitution participative que nous utilisons depuis lors et dont nous sommes très fiers. Les premiers prototypes de cette série ont été réalisés à l'hiver 2005, il y a presque 20 ans. Et oui, certaines filles qui sont là n'étaient même pas nées, c'est pour vous dire. Je sais, ça ne nous rajeunit pas. Au départ, nous pensions qu'il ne s'agissait que de costumes de mariage. Cela impliquait le port d'ornements rouges, cocardes et lacets de bonnet notamment. Mais la recherche ne s'arrêtant jamais, ces dernières années, avec les recherches du musée, mais également celles du cercle, réalisées pour les encollages Kellner, nous avons retrouvé des photographies de ces ensembles portés dans un contexte hors mariage, avec des nuances de couleurs froides pour le ruban de sous-coiffe, comme vous pouvez voir sur les filles, et pour les lacets de bonnet et la cocarde. Mais alors, quelles sont nos sources ? Eh bien, si certains territoires peinent à trouver des sources de la fin du XIXe siècle, nous avons plutôt de la chance en Cornouailles de manière générale, car les sources sont assez foisonnantes sur cette période. On pense notamment à la photographie, que l'on a beaucoup retrouvée en Pays Bigoudin dès 1870, mais aussi aux pièces textiles, j'entends, on est Bigoudin, mais tout de même. Et donc du coup, les pièces, on les a retrouvées très nombreuses dans les collections privées et publiques. Mais c'est alors posé le souci de leur nombre, et oui, le choix du roi. Nous avons donc dû les comparer, les analyser, puis faire des choix. Une autre source un petit peu moins scientifique sur laquelle nous sommes moins basés, nous avons principalement basé nos recherches sur la photographie et les pièces, mais il y avait également la peinture, car si ces ensembles sont un must-have du groupe aujourd'hui, ils l'étaient aussi au 19e et ont beaucoup inspiré les peintres, qui sont près d'une centaine à être venus en Pays Bigoudin et qui ont beaucoup représenté cet ensemble. Cela nous permet une approche plus artistique du vêtement, mais qui est tout aussi intéressante pour la reconstitution. Mais alors, comment est-ce que nous y sommes pris ? Eh bien, nous avons mis en place une démarche et un cadre assez exigeant, que nous utilisons d'ailleurs toujours au cercle. Première étape, on met en place un groupe de pilotage, c'est un petit peu le cerveau de l'opération, qui va faire les recherches, qui va analyser, comparer, faire les fameux choix dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, en l'occurrence, est-ce qu'on porte les corselets ouverts ou fermés ? Est-ce qu'on porte 1, 2, 3, 4 jupes, des bandes de velours, des bandes de soie, des galons métalliques, des galons fleuris ? Est-ce que nous décidons de porter tout l'attirail du sapin de Noël, à savoir paillettes, épingles de pardon, cœur et croix Jeannette, galons, etc. Donc, une fois ces choix faits, on va passer à la deuxième étape, step 2. On va multiplier les cerveaux et on va faire appel à des brodeuses et des couturières pilotes qui vont préparer des modèles, faire des prototypes, dessiner des motifs, etc., qui vont préparer toutes les pièces. Et donc la fourmilière va commencer à s'activer au sein du groupe. Et dernière étape, et non des moindres, on va distribuer toutes ces pièces à des couturières et des brodeuses bénévoles qui vont broder et broder des kilomètres de drain-pesque et qui vont coudre et coudre des kilomètres de bandes. Ah, j'entends qu'on me dit au Coeuvlet que près de 50 bénévoles ont travaillé
à la réalisation de ce projet. Quand même. Bon, nous voilà alors toutes habillées. Mais nous n'allons quand même pas sortir en cheveux. Vous n'êtes pas d'accord? Qu'en est-il donc de la coiffe? Eh bien, suspense. Gwen vous en parlera plus tout à l'heure. Vous vous demandez sûrement comment nous y serions pris si nous avions dû reconstituer cette série aujourd'hui, étant donné que c'était quand même il y a 20 ans. Eh bien, j'ai envie de vous dire tout pareil. Peut-être que nous aurions évité certains écueils, comme celui des fameux tabliers rouges repentis faits en 2010. Nous avons réparé notre erreur en notant sur des tabliers dans les tons froids. Et encore, ce n'est même pas sûr qu'on aurait pu éviter cet écueil à l'époque. Donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en reconstituant une série qu'on apprend à l'apprivoiser et à l'améliorer. Alors, pour poursuivre dans la lignée de la présentation de Marie, on a choisi de vous parler des principales étapes de coiffure et de pose de coiffe d'une bigoudaine de la fin du 19e siècle. Sur cette période, les cheveux sont très peu visibles à l'avant et ils sont tirés vers l'arrière. On commence par emboîter fermement le bonnet sous coiffe qu'on appelle aussi coiffe bléo. Les bigoudaines du 19e devaient probablement utiliser uniquement leur lacet de coiffe bléo pour maintenir tout ça accroché. Bon, étant donné qu'on porte pas ça tous les jours, on a préféré assurer un petit peu plus l'accroche avec une jugulaire pour que le coiffe bléo soit bien maintenu sous le cou. On va commencer ensuite par accrocher le ruban de velours sur le dessus du coiffe bléo avec une épingle. Vous allez le voir tout au long de la présentation, l'ensemble de la coiffure va tenir uniquement avec un ruban de velours et des épingles. La coiffure bigoudaine est particulièrement exigeante en termes de longueur de cheveux et vous allez comprendre pourquoi. Donc on a accroché notre ruban avec une épingle sur le haut de notre tête et après on va faire le tool-kill. Le tool-kill, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le principe de remonter l'intégralité des cheveux sur le haut du crâne pour en fait le maintenir après avec notre ruban de velours. Il faut donc que les cheveux soient suffisamment longs pour aller au-delà de ce ruban, pour qu'il puisse dépasser le ruban et qu'on puisse l'enserrer avec. On est particulièrement vigilant au lissage du tool-kill parce qu'il doit être parfaitement lisse à l'arrière, donc on y fait attention quand on monte les cheveux. Pour ça, les bigoudaines, elles utilisaient des peignes, un peu comme des peignes à poux en fait. Et on utilise toujours cette technique nous parce qu'on n'a pas trouvé mieux pour parfaire le lissage de nos tool-kills. Donc on a monté nos cheveux, on va passer le ruban par-dessus les cheveux sans jamais lâcher les cheveux. Après, la technique d'accroche va être qu'on va en fait serrer les cheveux entre le ruban de velours et le coiffe bléo avec des épingles en piquant successivement dans le ruban. Dans le coiffe bléo, on ressort l'épingle dans le ruban pour que les cheveux soient comprimés entre le ruban et le coiffe bléo et que tous les cheveux y tiennent sur le haut du crâne. On utilise autant d'épingles qu'il faut pour que l'intégralité de la coiffure, enfin des cheveux, soit maintenue sur le haut du crâne. Qu'est-ce que les bigoudaines de la fin du 19e faisaient des cheveux qui dépassaient finalement de ce tool-kill? On ne sait pas bien. Est-ce qu'elles les tressaient? Est-ce qu'elles les tournicotaient pour les mettre en dessous le coiffe bléo? On ne sait pas. Nous, on a fait le choix de les cacher sous le coiffe bléo devant. Vient ensuite l'étape du bouloutel. Le bouloutel, c'est la réalisation d'une base sur le dessus du crâne pour poser la coiffe, ensuite par-dessus. On utilise toujours le même ruban de velours. On accroche d'un côté. Mais pour ça, les bigoudaines de l'époque, elles connaissaient leur coiffe par cœur, leur tête par cœur, elles mettaient ça tous les jours, donc elles y allaient one shot, freestyle. Nous, on préfère prendre notre temps et en général, on pose notre coiffe sur notre tête pour voir comment ça tombe, pour voir où est-ce qu'on fixe le ruban pour que ça tombe juste bien comme il faut. Bon, on fixe d'un côté, on passe le ruban devant juste au haut du front, le plus horizontalement possible à la lisière des cheveux. On passe par derrière, on accroche encore et toujours uniquement avec des épingles. Et puis voilà, le bouloudaine est finalisé. Il pouvait arriver que pour certaines occasions, les bigoudaines sortent comme ça, en bouloudaine. Notamment lors des travaux de force ou lorsqu'elles allaient travailler dehors et que parfois il pleuvait quoi. Après, on va commencer à poser en
enfin, le premier élément de coiffe qui va être posé à l'arrière, ça s'appelle le talédé. Alors, il est repassé en carré à cette période-là. C'est ça qui va le rendre particulièrement visible. Et c'est aussi lui qui va rendre l'aspect un petit peu rectangulaire de la parure. Quand on voit les bigoudanes de loin, ou alors sur les iconographies, on voit que c'est un peu rectangulaire sur le haut. En fait, c'est pas le devant de la coiffe qu'on voit, c'est l'arrière qu'on voit particulièrement. Donc, on le pose sur l'arrière du boulouten. Étape suivante, on y va pour la visagière, la coiffe en elle-même. Donc, on a commencé par accrocher nos lacets de coiffe tout en haut de la coiffe, près du plissé ou fond de coiffe, et c'est ce plissé ou fond de coiffe qui va donner la forme à la coiffe. On va ensuite accrocher la coiffe sur le boulouten à l'avant, donc. On va accrocher après les lacets sur les côtés, puis réaliser un nœud de coiffe à une seule boucle étonnamment, qui sera faite par en dessous. Après la fin du 19e, le vêtement change et la coiffe aussi. Vers les années 1910, la forme de la coiffe va prendre une forme beaucoup plus arrondie, parce qu'en fait, elle sera posée sur le sommet du crâne, encore plus haut, et sur un peigne rond. Et donc, les cheveux de devant, qui étaient très peu visibles à la fin du 19e siècle, parce que la pose de coiffe le voulait comme ça, et ben les cheveux vont de plus en plus se dévoiler au fur et à mesure que la coiffe va s'arrondir sur le dessus. Et donc les cheveux vont de plus en plus sortir, et les bigoudaines vont devenir très grandes amatrices de croche-cœur en tout genre. Il est super important pour nous au cercle que l'ensemble des filles du groupe scénique soient autonomes en coiffure. Autant pour des raisons culturelles de savoir partager que pour des raisons logistiques, vous imaginez bien. Pour ça, on fait des répés tout au long de l'année, autant étalés sur l'année que intensifs pendant les vacances, pour que les filles dont c'est la première saison au groupe scénique soient autonomes pour la saison. Aujourd'hui, pour des raisons didactiques, on a fait le choix de vous montrer les différentes étapes présentées par d'autres personnes. Merci. Merci beaucoup. Nous abordons donc la troisième partie de cette présentation, à savoir l'entretien avec le jury. Moi j'aurais une question sur les bijoux. Comment vous faites pour vous approvisionner? Est-ce que vous travaillez avec des artisans? Voilà. Parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même quelques bijoux portés là, entre les épingles et puis les croix. Alors, les croix Jeannette, j'étais pas dans la commission à l'époque, mais je crois que c'était un petit artisan qui les avait on les avait achetés et puis on les a montés après nous-mêmes sur des galons. Et les épingles de pardon, elles sont faites maison, ça peut s'acheter dans certains commerces assez spécialisés, mais du coup on a quelqu'un en groupe qui achète les perles, qui achète tout en pièces détachées et qui les remonte. Et puis on a quelques-unes qu'on a dû acheter avec une personne qui fait aussi la même chose, mais et puis il n'y a pas d'autres bijoux. Moi j'ai une question, comme vous l'avez dit, c'est une série qu'on connaît beaucoup. C'est une question 2 en 1. La partie blanche qu'on voit dépasser des revers, Maxence, est-ce que c'était des engageantes ou est-ce que c'est une chemise de corps? Je réponds à ça c'est d'abord, non Et en étudiant les photos qu'il y avait dans vos dossiers, j'ai eu l'impression que la manche, donc la manche par-dessus, avec ces 3 revers, elle est placée beaucoup plus haute sur le bras, largement au-dessus du coude, avec des engageantes ou une chemise corps beaucoup plus bouffante que ce que vous présentez aujourd'hui. Et je voulais savoir si c'était juste une histoire de datation, si cette longueur de manche avait évolué, ou si c'était la piste d'amélioration de 2025. Alors, pour la première question, il pouvait avoir une chemise de corps, mais on a aussi retrouvé des pièces de colle autonome. Donc en fait, c'est le choix qu'on a fait parce qu'on a mis une petite dentelle. Donc voilà, elles ont des dessous, mais elles ont ce petit col qu'elles rajoutent par-dessus. Les manchettes sont aussi autonomes parce qu'on en retrouvait. Et pour la hauteur des manches, alors on avait des pièces anciennes, donc évidemment on a tout mesuré, on a essayé
voilà, d'avoir un même visuel qu'à l'époque. Là, il y a peut-être des manches qui ont un tout petit peu glissé, mais normalement, on essaierait de les remonter un peu pour celles. Mais non, enfin, certaines sont quand même relativement bien. Plus c'est ancien, plus c'est un petit peu relevé. Donc, Toujours sur les finitions et sur ce projet qui avance. Je vois là sur l'image qu'on a des galons métalliques, je dirais, je ne sais pas si c'est ça. ouais, c'est ça. Et je ne vois pas sur les filles. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être ajoutées? Est-ce qu'il y a des choses, selon vous, qui manqueraient au costume? Ou vous êtes satisfait là Alors ça, c'est un choix d'en mettre ou de pas en mettre. Il y avait les deux, en fait. Nous, on a fait le choix de ne pas en mettre pour des questions de matériaux aussi, parce que c'est des galons qui sont assez rares et assez durs à trouver et assez chers. Donc il faut trouver le métrage surtout. Voilà, on a un exemplaire qui appartient au cercle et il n'y a pas de galon métallique. Voilà, les deux pouvaient se faire. Donc voilà, ça fait partie des choix qu'on a fait au début du projet. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Vous pouvez retrouver